Olivier Besancenot, bonsoir. Vous êtes porte-parole et Bonsoir. membre du nouveau parti anticapitaliste. Vous publiez La journée de travail et le règne de la liberté chez Fayard. C'est un plaidoyer pour la réduction du temps de travail. On y reviendra. Tout d'abord, un mot sur la SNCF. Juste 2 chiffres. Le nombre de grévistes, c'est 17%, le nombre de cheminots en grève. En revanche, sondage IFOP pour le JDD, hier, 61% des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été annoncée. Olivier Besancenot, est-ce qu'une minorité peut imposer ses vues à une majorité? Alors d'abord, ce n'est pas une minorité, c'est une mobilisation extrêmement massive et notamment majoritaire chez les roulants. Oui, mais si on va parler de chiffres, on va parler de chiffres. Ah oui, oui, mais chez les cheminots, c'est 17% les grévistes. D'abord, ce n'est pas 17%, c'est plus que ça, parce que ça, c'est les chiffres de la direction et je connais bien parce que j'ai la même à la Poste. On compte comme on a envie de compter, mais quoi qu'il en soit, c'est majoritaire chez les roulants. Et puis, on a un calendrier, un agenda de lutte qui a été fixé par les organisations syndicales dans le but précisément de ne pas faire en sorte que le trafic soit entièrement paralysé d'entrée de jeu, précisément pour gagner la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion, elle est devant nous, et elle est encore devant nous, puisqu'on a un gouvernement qui a beaucoup communiqué ces derniers jours sur le thème. On a une mobilisation qui n'a jamais vraiment commencé, qui n'en finit pas de finir, et puis la réalité ressentie par des millions de personnes, c'est que la mobilisation, elle continue. Pas simplement chez les cheminots, c'est vrai aussi à Air France, vous en avez parlé à l'instant, c'est vrai dans les campus universitaires Air où France, ça continue. Juste un mot, ça ne vous choque pas qu'un commandant de bord qui gagne 19 000 € par mois se mette en grève pour avoir 10% de hausse de salaire? Vous soutenez sa lutte? Elle est légitime? Non, mais moi, je soutiens Vas-y, la camarade. lutte des salariés d'Air France, parce que là aussi, il y a beaucoup d'annonces sur le fait que ce serait qu'une mobilisation des pilotes. La mobilisation Air France, elle a commencé au sol, chez les mécanos, dès le mois de décembre, sur un élément simple, c'est qu'Air France s'en met plein les poches. C'est un secteur qui marche bien. 300 millions de pertes au premier trimestre. Non, Air France a dégagé 35% en termes de chiffres nets d'augmentation. C'est son plus gros score depuis 2007-2008, dans un groupe où depuis 5 ans, on n'augmente pas les salaires. Le ras-le-bol, il est généralisé. Et par ailleurs, c'est même pas moi qu'il faut convaincre. Moi, je suis pas là. Vous prenez Air France ou Ryanair parce que c'est moins cher, vous? Vous préférez payer plus non, cher Ryanair, qu'Air je ne prends pas pour... voilà, j'ai pas pris, j'ai pas eu l'occasion de prendre Ryanair. Voilà, mais, Non, parce que les gens, ils préfèrent voler sur Ryanair parce que c'est moins cher. ouais, c'est moins cher. Oui. Il y a eu le problème du secteur aérien, de la mise en concurrence. Vous savez, du point de vue des aiguilleurs aériens, alors là, quels que soient des aiguilleurs du ciel, quelles que soient leurs organisations syndicales, leurs obédiences, qu'elles soient corporatistes, pas corporatistes, modérées ou radicales, elles vous disent tous que c'est un danger pour la sécurité. Mais Air France doit être compétitif, sinon les gens prendront tous Ryanair. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Les salariés d'Air France se sont exprimés. Et il se trouve que qui a demandé aux salariés d'Air France de s'exprimer? C'est pas les organisations syndicales, c'est le patron d'Air France qui a mis en prime sa démission dans la balance. Ben voilà, il a tout gagné, il part, et c'est tant mieux, c'est un encouragement pour la lutte. Donc oui, je me félicite du départ du PDG d'Air France. Alors, vous avez sorti ce livre à l'occasion des 200 ans de la naissance de Karl Marx, c'était en 1818. Je vous parle de Marx, qui était révolutionnaire, parce qu'il y a une autre minorité qui était très visible récemment. Le 1er mai, c'était les Black Blocs. Alors, je fais ce rapprochement un peu entre les deux. Allez pas leur dire qu'ils sont marxistes. Ouais, mais est-ce qu'il y a Oui, je ne suis pas un grand spécialiste des courants... Si vous permettez... Voilà, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Mais est-ce qu'à un moment, la violence peut légitimer un combat qu'on juge légitime? La violence, elle est déjà posée par l'État. Il faut savoir que là, ce qu'on paye, c'est des années répressives, notamment dans les campus universitaires, dans les facultés. Je pense que c'est d'abord la réalité. Donc ça légitime une contre-violence? Non, je suis en train de vous expliquer. Pour moi, la question de la violence révolutionnaire, elle ne se pose pas. Pour moi, la violence révolutionnaire, c'est pas casser des vitrines et brûler un McDonald's, si vous me posez cette question-là. Il n'y avait pas les membres du violence, NPA puisque là-dedans? vous parliez de... Non. Ça se serait depuis le temps. Moi, je peux partager leur colère, mais pas leur modalité d'action. Voilà, pour être très clair. Moi, c'est le Red Bloc. Voilà, si vous voulez ma réponse. C'est quoi la différence? Je sais pas, je me permets, puisque vous me parlez de Black Bloc, moi je suis plutôt rouge et communiste et marxiste et révolutionnaire, même si je suis pour des alliances. J'ai eu l'occasion de l'écrire avec celui avec qui j'ai écrit le livre sur le règne de la liberté, Michael Lovy, pour des alliances entre les libertaires et les marxistes, qui est encore pas tout à fait la même chose. Mais pour moi, la question, c'est de pouvoir protéger un processus d'émancipation majoritaire jusqu'au bout. Et moi, mon obsession à moi, c'est justement inventer, créer, imaginer une société qui, pour l'instant, n'existe pas, où la majorité pourrait décider d'elle-même. Alors justement, donc ce livre, c'est pour les 200 ans de Marx. Vous dites que vous rêvez d'une société éco-communiste de l'avenir. Je cite, où les écoles se substitueront aux agences de publicité, où les apiculteurs remplaceront les usines d'insecticides, etc. Est-ce que ça ne vous trouble pas quand même qu'à chaque fois qu'on a essayé de mettre en œuvre les idées de Karl Marx, ça s'est retrouvé avec des goulags, pardon de dire ça, et des millions de morts? Le fait que les idées communistes et les idées marxistes en général étaient dévoyées, caricaturées en dictature sanglante. À chaque fois. Écoutez, à chaque fois, c'est pas tout à fait le cas. On peut s'appuyer, on en parle aussi sur la Commune de Paris, qui n'a pas terminé dans les goulags, ça a terminé dans le cimetière du Père-Lachaise, et pas du fait des révolutionnaires, mais du fait des contre-révolutionnaires et des Versaillais. Maintenant, si vous cherchez à me faire dire que la société pour laquelle je me bats existe ou a existé sur le long cours, non.
je l'assume, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à réfléchir. Moi, je ne me résous pas à l'idée que l'humanité, jusqu'à présent, dans la période la plus récente, en tous les cas, n'est écopée que de deux types de sociétés. Une société dictatoriale où, en effet, une minorité de bureaucrates décidait pour la majorité, c'était les sociétés notamment à l'Est, et puis une minorité de capitalistes et d'actionnaires qui décident pour la majorité, c'est le cas dans la société capitaliste. Je me bats une nouvelle fois pour une société où la majorité décide pour elle-même. Mais on a aussi le droit de réfléchir, de ne pas se résigner à l'idée que la société actuelle, ce serait le top du top, parce qu'en effet, du point de vue de la catastrophe écologique, du point de vue des guerres, du point de vue du racisme, du point de vue des inégalités sociales, moi, c'est un système qui reste en travers dans la gorge. Une société où 8 personnes avec des noms, prénoms, 8 personnes, 8 milliardaires gagnent plus que 3,5 milliards d'individus, pardon de le dire, pour moi, ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Et donc, plus que la convergence des luttes, ça nécessite, vous me l'expliquez à l'instant, la convergence des forces. Vous étiez samedi à l'appel de la fête à Macron de la France Insoumise. Oui, on avait participé même à l'organisation de cette manifestation, absolument. Ah bah je pensais que c'était la France Insoumise, moi, qui avait non, totalement... c'est un cadre Alors unitaire. voilà, est-ce que vous l'avez dit que la France Insoumise avait tendance à tirer un peu à elle la couverture? Disons-le franchement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être un obstacle par sa faconde, par sa capacité à tirer la couverture à lui, à la convergence des forces? À sa faconde, j'en sais rien. En tous les cas, c'est à lui de répondre à la question. Et dans les faits, il y a un cadre unitaire dans lequel est la France insoumise. Il faut jouer le jeu. Et jouer le jeu de construire vague après vague une grande déferlante populaire qui soit apte à faire tomber la politique du gouvernement Macron. Et la manifestation de samedi ne suffira pas. Il y a les grèves, les manifestations, les blocages et les occupations dont je parlais. On voit bien que la future étape, ça doit être une alliance précisément des forces sociales, syndicales et politiques. Ce serait ça, le petit plus qui permettrait d'avoir beaucoup de confiance. Et à ce jeu-là, en effet, aucune force politique, syndicale ou sociale peut tirer ou doit chercher à tirer la couverture à elle. Donc nous, notre responsabilité, humblement, c'est justement de mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que ce cadre unitaire existe. Il y a une réunion le 16 mai où on saura s'il y a une prochaine date précisément pour appeler tous et toutes à manifester. Je crois que cette unité se construit peu à peu, mais il y a aussi de l'espoir et puis il y a aussi une volonté de répondre à cette espèce d'arrogance quasiment quotidienne du gouvernement Macron. J'ai vu la dernière en date sur les 50 euros d'APL, où M. Macron, visiblement, c'est une fuite d'un documentaire où M. Macron se permet de, dans un parallèle franchement déplacé entre la mort d'Arnaud Beltrame au moment de sa commémoration, de dire que ceux qui se battent pour 50 euros d'APL pensent que c'est le summum de la lutte. Je voudrais dire à M. Macron que pour nous, se battre pour 50 euros d'APL, ce n'est pas le summum de la lutte. On sait pourquoi on lutte, on sait pourquoi on se bat, mais on sait qu'un gouvernement qui va gratter 4 ou 500 millions d'euros en grattant 5 euros d'APL à des gens qui en ont besoin et qui, dans le même temps, va supprimer l'exit tax qui s'attaque aux entrepreneurs les plus riches qui vont s'exiler pour 800 millions d'euros. Ça, c'est le summum de l'indécence. C'est pas 800 millions d'euros, hein, ça a rapporté 70 millions d'euros depuis sa création en 2011. Écoutez, j'ai lu plein d'articles sur la question, y compris des chiffres sortis. Il y en a un qui dit ça, mais bon, c'est l'article de Marianne. Vous en parlerez au plateau suivant. J'ai cru qu'il y aurait une représentante, vous lui poserez la question. Mais les chiffres gouvernementaux en la matière, j'y crois pas. En réalité, ce qu'on sait, et ça, il n'y a même pas besoin de chiffres, et tout le monde l'a capté, tout le monde l'a compris, c'est qu'on prend dans la poche de la majorité de la population en cherchant à dresser les uns contre les autres. Pendant le même temps, on donne même pas aux riches, on donne aux plus riches parmi les plus riches. Cette arrogance, au bout d'un moment, c'est aussi un moteur de la lutte, parce que je crois qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir finalement des petits roitelets qui s'adressent à nous comme si on avait 10 ans, en imaginant qu'on n'a rien compris à cette politique. Cette politique, on l'a compris, c'est le décryptage du jour. On a un gouvernement qui fait semblant de recevoir les organisations syndicales cheminotes, vous en avez parlé, en leur réexpliquant la réforme qu'elles ont parfaitement comprise. Donc je crois que la réalité, c'est que même dans ce camp-là, au bout d'un moment, on va commencer à se dire que les conditions ne sont pas réunies pour avoir ce degré d'offensive et que ça pourrait aussi se fissurer. Et cette colère-là, on la sent bien chez vous. Vous la sentez poindre, là, le mai 68, c'est rejouable, il reste peu de temps. Mais parce qu'on n'y croit pas, et or on a l'impression, c'est vrai que la grève dure. Vous dites, ça bouillonne. Ne se répète pas, mais moi c'est vrai que je ne suis pas dans la commémoration, je serais plutôt dans l'idée de recommencer, mais dans un contexte complètement différent. Et si on peut faire un joli mois de mai 2018, ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse réserver à M. Macron. Allez, un peu de publicité, même si vous la critiquez beaucoup dans votre livre, la publicité. Voilà, La journée de travail et le règne de la liberté, c'est du Karl Marx, hein, et c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Édouard Philippe n'a pas réussi à convaincre les syndicats de cheminots. La grève continue donc à la SNCF, grève également à Air France qui a perdu son PDG. A-t-on sous-estimé la profondeur du malaise? C'est dans l'air intitulé ce soir. Air France sans patron, SNCF sans issue.